Bonjour, vous avez sans doute déjà vu cette vidéo. Il s'agit en fait d'une republication. Pourquoi est-elle republiée? Parce que, à un moment, je fais une imprécision, une généralisation qui peut mener à une vision faussée de la réalité. Et donc, je m'en suis rendu compte et je souhaite la corriger. Vous me reverrez donc à ce moment-là. En attendant, bonne vidéo! Donald Trump n'a rien inventé. Et d'ailleurs, le reste des présidents, rois ou autres dirigeants non plus. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les champignons, bien avant eux, pratiquaient déjà la géopolitique et comment ils le font encore aujourd'hui. Comment ils pratiquent la diplomatie, aussi appelée le mutualisme, la guerre ou la compétition, ou encore comment ils font de l'esclavage, soit du parasitisme. Vous vous rendrez compte au cours de cette vidéo que finalement, les humains n'ont rien inventé. Et même que nous ne sommes que les pâles copies des réels maîtres du monde, j'ai nommé les champignons. Allons-y. Il est temps de rentrer dans la première partie du grand plan des champignons pour dominer le monde, la diplomatie ou le mutualisme. Mais déjà, qu'est-ce donc que le mutualisme? Le mutualisme, c'est une interaction positive entre 2 espèces, c'est-à-dire une interaction qui va bénéficier aux 2 espèces, où les 2 espèces vont en tirer quelque chose. C'est ce qu'on nomme souvent communément symbiose. Et les champignons sont passés maîtres dans ce type d'association à travers ce qu'on appelle les mycorhizes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mycorhize? Mycorhize, c'est une association, donc mutualiste, donc bénéfique, qu'on appelle association mycorhizienne, vous avez suivi, entre une racine, donc une racine d'un végétal et vous l'aurez compris, un champignon. On distingue 2 stratégies d'association. Dans la première, en fait, l'association va être tellement profonde, tellement fine, que les champignons, ils vont s'insérer au sein même des racines. Donc là, vous vous rendez compte qu'en termes de diplomatie, c'est quasiment l'Union européenne, quoi. Ou de la colonisation, mais bon, on a dit que c'était bénéfique aux 2 parties, donc on va dire plutôt Union européenne. La colonisation, ce sera slash parasitisme dans la prochaine partie, enfin dans la dernière partie. Et du coup, on a un autre type d'association, mycorhizienne qui sont plus simples, où en fait, tout simplement, les champignons vont venir se placer autour des structures des racines. Donc c'est une association un peu moins invasive, même si bon, invasif, c'est pas le bon terme parce que comme on en parlait, c'est du mutualisme, donc c'est pas négatif. Mais où la collaboration est moins intégrée, on va dire. Mais du coup, après avoir introduit les mycorhizes, à quoi servent donc les mycorhizes? Leur premier rôle va être d'étendre la portée des racines. Donc comme on l'a vu, c'est avec les racines que les mycorhizes, donc que les champignons ont une relation mutualiste et ils vont permettre aux racines d'aller capter les ressources jusqu'à 10 000 fois plus loin que leur portée initiale. Parce que vous visualisez les racines, c'est dans le sol, hop, au bout des racines, ça va capter les ressources du sol. Si, vous voulez plus de précision, allez voir ma vidéo du sur le sol. Les mycorhizes, en fait, ce qu'elles vont permettre de faire, elles vont se lier aux racines et ça va être comme une rallonge. Comme si, ça va leur permettre d'aller puiser les ressources du sol jusqu'à 10 000 fois plus loin. Donc là, vous vous rendez compte que bon, c'est bien avantageux pour les racines et donc pour les arbres, parce que bon, les racines, ça reste qu'un organe de l'arbre. Mais bon, les champignons, c'est pas des bénévoles, hein, ils ont un plan de domination du monde à accomplir, donc vous vous doutez bien que c'est également avantageux pour eux. Comme vous le savez, les plantes font de la photosynthèse et donc via la photosynthèse produisent du sucre notamment, enfin de l'énergie. Bon, les champignons, malheureusement, comme ils sont dans le sol et que la photosynthèse, ça se fait grâce au soleil, vous vous doutez bien qu'ils ont pas trop accès, à ce mécanisme-là de base. Via les mycorhizes, en fait, ils vont capter une partie de la du glucide qui va être produit par la photosynthèse de la plante, entre 4 et 40 et donc là, ce que vous remarquerez, c'est que tout simplement, les champignons, les mycorhizes et donc les champignons et les racines font du commerce. Je te donne du carbone, je récupère des glucides. Me revoilà. Alors, quand je dis que les plantes reçoivent du carbone, en fait, c'est très minoritaire, c'est un cas spécifique. Dans la plupart des cas, en fait, les plantes fournissent plutôt le carbone aux mycorhizes, et les plantes qui vont recevoir du carbone, ça va être par exemple des orchidées qui ne peuvent pas faire la photosynthèse, mais en plus, ce carbone ne proviendra pas du sol, il proviendra du carbone qui aura été cédé par les plantes qui peuvent faire la photosynthèse aux mycorhizes. Et donc, ces plantes-là recevront le carbone. L'erreur vient du fait que j'ai travaillé sur ces orchidées et du coup, c'est ce que j'avais en tête quand j'ai tourné le podcast. Mais voilà, c'est un cas spécifique et il faut que vous reteniez qu'en fait, la plupart des plantes captent le carbone atmosphérique.
Et dans le cadre des mycorhizes, les plantes le fournissent aux mycorhizes, les mycorhizes vont fournir d'autres minéraux présents dans le sol aux plantes. Mais quand c'est des orchidées qui ne peuvent pas faire la photosynthèse, ils vont leur fournir du carbone. Mais c'est un cas spécifique. Encore une fois, vous pensez que l'être humain avait inventé ça? Ah non. Il y a du commerce, il y a des taxes. Donald Trump n'a rien inventé. Et comme c'est le cas pour les humains, chacun va chercher les ressources là où il peut aller les chercher. La plante va les chercher de manière aérienne, pas vraiment aérienne parce que le soleil, il n'est pas dans l'air, mais bon, faut être exposé au soleil, donc c'est de manière aérienne. Les champignons, eux, vont aller loin dans le sol. C'est vraiment du commerce, de la mondialisation même. Enfin, la mondialisation à l'échelle du jardin, mais vous avez compris. Enfin, à l'échelle du jardin. À l'échelle du jardin, dans certains cas, quand c'est bétonné, hein, mais quand c'est pas bétonné, c'est de la mondialisation à l'échelle du monde ou du continent au moins. Je vous renvoie à la carte de l'SPUN évoquée en début de vidéo. Et là, vous pensez sûrement qu'on va passer à la prochaine partie, qu'on a fini avec les mycorhizes. Eh ben non. On va voir le second rôle des mycorhizes, relier les plantes entre elles. Et oui, si on parle de réseau mycorhizien, c'est pas pour rien. Non seulement les champignons associés aux mycorhizes permettent aux plantes d'aller chercher des ressources plus loin dans le sol, mais ils permettent aussi aux plantes d'échanger des ressources entre elles. D'ailleurs, il y a une expression assez sympa qui parle bien de ça et qui illustre bien ça, c'est World Wide Web, donc en référence à World Wide Web, donc Internet en gros. Hein. Et là, vous vous dites, non seulement les mycorhizes ont inventé le commerce, mais ils ont inventé aussi les réseaux de communication. Et oui, pendant que les étudiants d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs se bagarrent pour savoir qui sont les plus forts, bah les mycorhizes font les deux pendant ce temps-là, et avant même que leurs écoles existent. Mais surtout, et c'est là que ça va vous intéresser, ces réseaux mycorhiziens, ils rendent vos parcelles plus résistants au stress à la fois biotique, donc tout ce qui va être pathogène, essentiellement, infection bactérienne et tout, et abiotique, donc tout ce qui va être à la fois la pollution aux métaux lourds et aussi le manque d'eau et le stress hydrique. Et là, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur le sol, les fameux sols fonctionnels qui assurent tout seuls leur fonction. Bah là, on a l'un des éléments principaux des sols fonctionnels. Avoir un bon réseau mycorhizien, ça permet de se passer de pesticides ou même de réduire l'eau, ce qui, dans un contexte de pression sur les ressources d'eau, est assez important. Et en plus, même pour vous, hein, souvent l'eau, vous la payez. Du coup, non seulement vous avez appris quelque chose sur la diplomatie des champignons et à quel point ils structurent le monde, et en plus, si vous êtes intelligent, vous pouvez vous-même entrer dans cette diplomatie et les favoriser pour qu'ils vous aident en retour à gérer vos parcelles. Mais il vous faudra faire attention au deuxième type d'interaction qu'on va voir dans cette vidéo, la guerre, ou vous l'aurez compris en termes biologiques, la compétition. Et dans cette partie, vous le verrez, nos gentils mycorhizes ne seront plus aussi gentils. Nous allons résumer une étude qui se trouvera bien évidemment en description, dans laquelle nous verrons la compétition entre des champignons mycorhiziens donc et des champignons dits saprophytes. Ces deux champignons ayant à peu près les mêmes actions et se trouvant dans une même zone géographique. Dans le cadre de cette étude, une zone boréale. Pourtant, ils ne se trouvent pas à la même profondeur. En effet, les champignons mycorhiziens se trouvent plus profonds, dans l'humus, et les champignons saprophytes plus en surface, dans la litière. Comment donc expliquer cette séparation? Est-ce que les champignons mycorhiziens préfèrent simplement l'humus et les champignons saprophytes simplement la litière? C'est une hypothèse. Ou bien, sont-ils en compétition, en guerre, pour chacun conserver leur territoire? C'est la question que se sont posées les chercheurs. Et pour y répondre, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de l'humus au niveau de la litière et de la litière au niveau de l'humus. Ainsi, si on observe que les mycorhizes préfèrent toujours l'humus et les saprophytes toujours la litière, peu importe où ils sont, il n'y a pas de compétition. C'est chacun préfère son substrat. En revanche, si on observe que lorsque l'humus est plus en surface et la litière plus en profondeur, on garde la répartition spatiale selon la profondeur, là, ça veut dire que chacun défend son territoire. C'est la guerre. Enfin, la guerre. En tout cas, c'est la compétition. Et là, comme vous savez dans quelle partie de la vidéo on est, vous vous doutez du résultat. Eh bien, vous apprendrez qu'en science, rien n'est jamais binaire et c'est toujours une combinaison de facteurs. Donc, si en effet, au début, on a plus une colonisation spatiale qui valide l'hypothèse de la compétition, en fait, on se rend compte, au bout de 2 ans,
qu'on retrouve une répartition selon le substrat et il me semble que dans l'étude, ils disent qu'on a une influence de 50 de spatial et 50 du substrat. Donc, on a bien une compétition, on a bien une guerre, hein, pour reprendre notre petite métaphore, mais on a aussi, des substrats préférés et on se rend compte donc que les saprophytes et les mycorhizes peuvent exploiter les 2 substrats, mais qu'il y a une affinité, plus grande pour l'un ou l'autre. Et donc pour vous, gestionnaire, comment ça se traduit? Bah, on a vu dans la première partie que ça pouvait être super intéressant d'utiliser ces réseaux mycorhiziens pour, augmenter, la performance. Alors, tout dépend de ce qu'on met dans performance, mais pour mieux gérer vos espaces. Mais là, on se rend compte que si on le fait mal, en fait, on peut créer une concurrence, une «guerre» entre guillemets et donc, des conflits pour les ressources présentes dans le sol avec, 2 espèces et là, on parle de compétition entre champignons, mais du coup, on parle du sol, enfin de l'humus et de la litière, mais ça peut aussi être des affinités avec des plantes et on peut se rendre compte qu'en fait, il y a des plantes qui sont plus, qui ont plus d'affinités avec telle espèce de champignon qu'avec une autre et si on gère mal tout ça, tout cet accord, on peut se retrouver avec, des plantes qui vont super bien marcher dans un espace et d'autres beaucoup moins et on se demandera: «Mais pourquoi? Parce que je fais tout bien?» Peut-être parce qu'en fait, il y aura une espèce de mycorhize qui favorisera cette plante-là et du coup, elle va aller chercher toutes les ressources pour cette plante-là et l'autre, elle aura pas d'affinité avec la mycorhize, enfin avec le champignon mycorhizien, pardon et du coup, toutes les ressources qui seront captées par sa voisine et elle mourra. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand on conçoit un sol dans le but de concevoir un espace, mais c'est assez compliqué à faire comme ça. En fait, il faudrait, que je vous aide, hein, donc que vous me preniez en freelance, c'est sa petite pub quand même, ou il y a pas trop de «ou» en fait. Il faut vraiment raisonner au cas par cas et mais si on le fait bien, on peut vraiment avoir une performance du site et encore une fois, performance, c'est un peu un mot général, mais une performance quand même du site qui soit bien augmentée et avoir une fonctionnalité, en tout cas, entre les différentes espèces, aussi bien d'un point de vue, de la biodiversité, donc de l'écologie, que, de l'utilisation des ressources, en type eau, tout ce genre de choses, de résistance aux pathogènes. Il est maintenant temps d'entrer dans la dernière partie de cette vidéo, l'esclavage ou le parasitisme. Alors je sais ce que vous vous dites. Le parasitisme, quand on parle de champignons, je connais. Après tout, si vous êtes gestionnaire d'espace, concepteur ou même que vous avez des plantes chez vous, l'infection par les champignons, c'est un truc que vous connaissez. C'est pour ça qu'on va pas parler de ça dans cette partie. Non, dans cette partie, on va parler de comment certains champignons transforment des insectes, donc pas des végétaux, en zombies. Et en plus d'être super intéressant, vous vous rendrez compte que ça peut même avoir une utilité. Bon, pour les exemples que je vais prendre, ça a surtout des utilités pour les agriculteurs ou ceux qui ont de grosses exploitations. Parce qu'on va parler de comment ça peut aider à lutter contre certains insectes, ravageurs, mais on ne sait jamais si pour certains sites, ça peut aussi aider. Et puis même, c'est super cool quand même des champignons qui transforment les insectes en zombies. Allez, on y va. J'aimerais commencer par vous parler du champignon Cordyceps bassiana. C'est un champignon qui va se répandre grâce à des spores et lorsque ces spores vont entrer en contact avec des insectes, le champignon va pouvoir, se développer au sein même des insectes, c'est pour ça que c'est un parasite et se nourrir d'eux jusqu'à entraîner la mort des insectes et ensuite, le cadavre de l'insecte va être une source de spores qui, à nouveau, va permettre d'infecter de nouveaux insectes et vous avez compris. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on peut s'en servir comme, un insecticide dans la lutte biologique. Bon, l'avantage par rapport à d'autres insecticides, ça va plus être pour la santé humaine en réalité que c'est des avantages, ou des sols ou minérales. Mais on va toujours avoir les problématiques liées au fait de est-ce que lorsque je vais mettre, cet insecticide-là qui est encore une fois naturel, est-ce que je vais toucher que les insectes que je veux ou est-ce que je vais toucher les pollinisateurs? Ou d'autres insectes qui rendent des services écosystémiques? En réalité, il est quand même assez généraliste et il y a des chances qu'on touche, ce qu'on n'a pas forcément envie de toucher. Mais il a cet avantage de
ne pas forcément être dangereux pour l'homme, de ne pas polluer chimiquement les sols et les eaux. Donc ça reste quand même une alternative plus écologique que d'autres propositions. Et là, vous vous dites que je suis en train de vous arnaquer. Je vous parle de champignons qui transforment les insectes en zombies. Et le seul truc que je vous propose, c'est un champignon qui les tue. Bon, on a vu plus sexy quand même. J'y viens. Ophicordyceps unilateralis est un champignon qui va infecter les fourmis et prendre littéralement leur contrôle. Il va les faire se déplacer vers des environnements qui lui sont plus favorables à lui plutôt qu'à elle. Il va faire changer. Parce que vous savez, les fourmis, en fait, elles ont des schémas de prospection pour trouver de la nourriture pour leur colonie et tout. Lui, il va les faire changer complètement. Elles cherchent plus de nourriture. Elles doivent aller là où l'humidité et la température lui sont plus favorables à lui. Pour que lui puisse croître. Et croître au sein de qui? Au sein de la fourmi. C'est-à-dire qu'il pousse la fourmi à avoir des comportements qui vont lui l'avantager et elle, comme on va le voir, la sacrifier. Parce qu'une fois qu'il se sera assez développé, qu'est-ce qu'il va faire à la fourmi? Il va la faire s'accrocher à une feuille avec ses mandibules, très très fort, jusqu'à ce qu'il sorte de sa tête en faisant éclater la tête au passage et donc en tuant la fourmi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire notre bon champignon? Comme le dernier, il va lâcher des spores, comme ça il y aura de nouvelles fourmis qui vont être infectées, et ainsi de suite. L'invasion zombie à la Last of Us commence. Bon, je vais vous avouer un truc, par contre, le truc sur Last of Us, je sais que c'est des champignons qui rendent zombies, mais j'y ai pas joué, je suis un peu une fraude là-dessus. Mais bon, j'espère que mon manque de goût en termes de jeux vidéo ne vous aura pas empêché d'apprécier cette vidéo et d'y apprendre beaucoup de choses. Encore une fois, si vous avez envie de rentrer en contact avec moi pour que je vous aide à gérer vos sites, ou à les concevoir, ou à apporter des propositions, l'adresse mail est en description. Et je vous dis à une prochaine fois.